Comme Aude vous l'a annoncé, on a la joie d'accueillir pour cette conférence finale le professeur Bernard Schumacher. Il enseigne la philosophie à l'Université de Fribourg, où il dirige le pôle de recherche et d'enseignement vieillissement, éthique et droit à l'Institut interdisciplinaire d'éthique et de droits de l'homme, dont il est le coordinateur. Comme un certain nombre d'entre vous le savent, il est aussi professeur à la masterclass Sciences et éthique Jérôme Lejeune. Et d'ailleurs, il est intervenu auprès des étudiants de cette année ce matin. Il est enfin l'auteur de différents ouvrages, parmi lesquels Le temps de mourir, La pudeur dans les soins, La fabrique du consentement, L'éthique de la dépendance face au cœur vulnérable. Et puis, sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, il a collaboré à un ouvrage, Robots sociaux en institutions gériatriques, enjeux éthiques du prendre soin technologique. Et c'est d'ailleurs, comme vous le voyez, sur ce thème du robot social que le professeur Schumacher va maintenant intervenir. Cette nouvelle technologie pose de nombreux problèmes. Peut-on véritablement prendre soin du corps avec ce que l'on pourrait appeler une robothérapie? Est-ce que le robot social peut soigner et prendre soin? Merci d'avance, professeur, pour votre éclairage sur toutes ces questions. Et comme précédemment, vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'issue de cette conférence. Merci pour votre accueil ici. Je suis très content de vous entendre. Ça va? Non, si tu veux. Faut poser dessus, ça va mieux? Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonjour Yves Zaka. Alors, je vais commencer avec je vais aborder la chose un peu différemment. Et puis, je vais commencer avec un poète que j'aime beaucoup. Oh, attendez voir. Je la connaissais du vague de l'enfance. Une amie de mes parents, elle tenait un magasin dans le quartier. Je me souvenais de ses allures de grande dame. Je la retrouve recroquevillée dans un fauteuil, les os du visage saillants sous le peu de chair des joues. La grande dame a laissé sa place à une petite momie dans la maison de long séjour. Elle me reconnaît. Privée de paroles, de mots, elle me regarde et pleure. Je me penche vers elle pour l'embrasser et je retrouve la grande dame. Elle est là, hurlant en silence dans le fond humide des yeux de la petite momie. Christian Bobin, qui nous a quittés, je crois, il y a 2-3 ans. Le poète Christian Bobin décrit, à mon avis, à merveille une scène qu'il a entrevue lors d'une visite qu'il rend à son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, dans un EHPAD. Celle qui naguère fut une grande dame, dans le sens où elle occupait une place de choix dans la société, rôle et fonction, est désormais esselée et apparaît sous les traits d'une petite momie. 3 portes d'entrée l'arrachent cependant à la solitude et restaurent pour elle un certain lien social. La première de ces portes consiste dans le regard. Elle reconnaît le poète. N'étant plus en mesure de faire usage de la parole articulée, logos, elle déploie toutefois, deuxièmement, une parole silencieuse, qu'expriment ses larmes. Il répond à cet appel, le poète, en l'embrassant, c'est-à-dire ici par le toucher. Regard, parole, toucher. Elle est ainsi, conclusion, restaurée dans sa dignité. Comme le dit Christian Bobin un peu plus loin dans le texte, il s'agit de reconnaître par la parole, par le regard, la parole, et on pourrait ajouter, c'est moi qui je le fais, le toucher, la souveraineté intacte de ceux qui ont tout perdu. Fin de citation. Donc face à un tel visage, comme la momie, la tentation est grande de ne pas y reconnaître une personne appartenant de plein droit à l'humanité et de se contenter de lui prodiguer machinalement des soins, le technicien des soins, sans s'adresser à elle, ni par la parole, ni par le regard, ni par le toucher. Normalement, on toque avant de rentrer, ce qui n'est pas toujours le cas.
L'infirmier est du reste tenté d'endosser le rôle du technicien de soins. Le médecin, la même chose. Comme le souligne d'ailleurs le poète, en parlant de ceux, une critique qu'il fait aux gens qui s'occupent de son père, et je le cite, qui abandonnent la personne âgée pour la journée entière sans aucun soin de parole, sous prétexte de manque de temps et de personnel. Fin de citation. La situation est de fait dramatique. Le nombre des personnes très âgées, en mauvaise santé, tant au plan physique que mental, ne cesse d'augmenter. Tandis que diminuent les effectifs du personnel soignant. En Suisse, nous avons des transfrontaliers français qui viennent résoudre ce problème. D'autres en exigent qu'ils soient efficaces et performants. L'Homo Faber propose donc d'introduire dans les établissements pour personnes âgées un robot social. Celui-ci serait en mesure non seulement d'identifier leurs différents besoins en termes de soins, et cela est vrai, je ne vais pas le mentionner, ceci ne me pose pas un problème. Les éléments de nourriture, la médication, la dépression, il y a des signes, et puis ensuite on peut envoyer ça aux enfants ou aux parents. Le malaise profond, ou alors la stimulation par le langage, Alzheimer ou l'autre, c'est égal. Mais ce qui m'intéresse, c'est autre chose, parce qu'un certain nombre d'auteurs nous disent qu'ils vont développer et instaurer avec elle un lien dit social, d'assurer, je cite, une authentique présence par l'intermédiaire du regard, de la parole et du toucher. Vous avez compris, je vais travailler les trois. Ainsi, selon Laurence de Villers, qui a écrit pas mal sur ce sujet, spécialiste d'informatique appliquée, se crée, citation, une relation de confiance. L'affectivité est sollicitée. Pareil robot social est en effet à même, assure-t-elle, citation, de mener une conversation avec un patient, en s'intéressant à ses émotions, fin de citation. En outre, citation, il améliore la communication. Alors, juste en passant, que signifie communiquer? Communiquer, c'est pas transmettre une information, c'est mettre quelque chose en commun. Et qu'est-ce qu'on met en commun? Mais si la communication est la transmission d'informations, on a une autre représentation de ce que signifie communiquer. Ferme la parenthèse. Le bien-être et diminue les troubles de comportement. Fin de citation. L'objectif consiste, citation, à offrir aux personnes une présence rassurante. Donc le robot social fait une présence. Et donc, je vais travailler. C'est quoi être présent à? Une présence rassurante, créer du lien social. Fin de citation. Continue, de nouveau citation, entretenir des relations sociales. Le robot est donc, citation, conçu pour offrir de la compagnie et de l'amitié aux personnes esseulées. C'est quoi l'amitié? Vous voyez, on utilise des mots dont on ne s'y prend pas le temps de signifier exactement le contenu. S'ajustant en fonction, il devient, je cite, un compagnon confident pour éviter l'isolement. Fin de citation. Citation. Ils sont aussi des présences affectives pour les personnes isolées. Comment? Citation. Ils interagissent par la voix, les gestes, le toucher, les mimiques du visage et de la posture. Fin de citation. Le robot social, citation, écoute et parle à la personne âgée. Et le juriste français Emmanuel Aubin de renchérir que le robot social, citation, contribue à maintenir le lien, que sa présence permet de créer un nouveau lien social. Voir que la présence rassurante d'un robot compagnon permettra aux personnes âgées de ne plus être seules à leur domicile. Fin de citation. Donc la thèse selon laquelle le robot social serait en mesure, par l'intermédiaire regard, toucher et parole, de créer un lien social et d'assurer une authentique présence ajustée à une personne, est-elle véridique? Ne s'agit-il pas ici plutôt, ça va être ma thèse, d'un simulacre de présence faisant croire à la personne en demande qu'on lui répond? Et j'aurai une thèse encore plus forte à la fin. Je pense que c'est une modalité culturelle. Je ne vous cache pas, je pense qu'on la choisira. On va voir pourquoi.
Chapitre 1, les 3 portes d'entrée chez le robot social. Chapitre 2, qu'est-ce que signifient les portes d'entrée? Et puis je conclurai. Un peu plus longtemps. Donc arrêtons-nous un instant devant ces 3 portes que sont le regard, la parole et le toucher, permettant ainsi d'entrer dans une relation personnelle avec la personne très âgée. Qu'en est-il du regard du robot social? Il se caractérise par une intentionnalité qu'il observe, la scrute, la décrypte de manière analytique comme un objet, à la recherche d'informations spécifiques utiles. Il s'agit pour lui d'acquérir un savoir sur lui. D'ailleurs, le technicien du soin fait la même chose. Un bon nombre d'infirmières ou d'infirmiers peuvent toucher pour chercher de l'info. Mais certains me disent « Je veux surtout pas être touché dans le toucher ». En d'autres termes, je ne veux pas être déstabilisé. Donc je maîtrise. J'analyse. Et quand vous analysez, vous n'êtes pas en relation. Parce que d'une certaine manière, dans l'analyse, le savoir revient à vôtre. Dans le savoir, il n'y a pas un autre. Il y a l'idée que je me fais de l'autre, la représentation. Donc il l'assimile, la catégorise, la définit. Il perçoit par ailleurs son paraître, sa face lissée. C'est la face que vous donnez à voir aux gens, le maquillage ou d'autres choses, ou la cravate, ou le statut social. C'est la face qu'on veut voir autrui. Elle a une signification culturelle. Le personnage social qu'elle joue, la momie, c'était une dame. Il n'y a plus tout ça. Et qu'elle donne à voir, à moins que ce ne soit qu'un simple donné réifié, pour employer l'expression d'Emmanuel Levinas. Ce regard réduit la personne âgée à sa surface présentable. Il n'y a plus que du même qui se donne à voir au regard qui décortique. En d'autres termes, il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus cette dame particulière. Il faut que je fasse mes citations. Je vous ai proposé. Mais je ne vais pas tous les prendre. Oui. L'idée, c'est qu'il s'agit de dépouiller au fond le visage d'autrui par le regard pour le livrer à la pure opération du déchiffrement. Et le robot le fait très bien. Ce monde de la transparence, parce qu'il n'y a plus quelque chose qui se cache derrière. Il n'y a plus de pudeur. La pudeur, c'est la protection de mon intimité face au regard d'autrui. Réduit par ailleurs les actes humains à ce qu'ils sont opérationnels. Ils deviennent, citation, opérationnels lorsqu'ils se soumettent au processus calculable, guidable, contrôlable. Philosophe nord-coréen, sud-coréen qui vit en Allemagne, et un certain nombre de ses ouvrages sont traduits en français, c'est assez pertinent. C'est le monde de la machine dont le regard est caractérisé par une opérationnalité efficace. Ce regard reste cependant au seuil de l'intimité de la personne âgée. Il ne saurait entrer dans une relation interpersonnelle. Impudique. Il débouche sur une relation morte, d'avance, car dépourvu de toute vitalité. Vitalité veut dire la possibilité de quelque chose d'autre, de l'émergence d'un événement qui n'était pas prévisible. Tout comme ce regard porté sur la personne âgée, le toucher se réduit à un geste technique et mécanique qui cherche à avoir une emprise sur l'objet en vue de l'approprier. La main, souligne Levinas, est l'organe de saisie et de prise. Il va l'opposer à la caresse. C'est tout autre chose. Elle est l'organe d'acquisition. Et Édouard Barbotin, que j'ai trouvé par hasard, c'est par un geste manuel, j'adopte une chose, me l'incorpore en quelque sorte, l'assimile, la digère, c'est-à-dire qu'elle devienne mienne. On retrouve cette sorte de toucher chez le soignant. Il palpe, sonde, explore, questionne ou ausculte le corps en vue d'en tirer des informations particulières qui lui permettront d'appliquer un protocole de soins. Il cherche le pouls, repère la douleur, identifie l'anxiété. Le corps devient en quelque sorte transparent au toucher de l'auscultation. Le toucher est certes indispensable si on veut prendre soin. Mais comme il s'apparente à un mouvement mécanique, décomposable, maîtrisable, le robot social peut le reproduire. Il se distingue toutefois du toucher humain, en ce qu'il ne se laisse pas lui-même être touché,
Hein, le toucher humain, c'était voir une ostéopathe, elle me dit qu'il y a des gens qui viennent me voir uniquement pour être touchés. Et j'ai un collègue qui ne va pas bien du tout, mais qui n'aime pas aller chez l'ostéopathe. Bien sûr qu'elle aime aller parce que ça lui fait du bien, parce qu'il y a tout qui remonte, juste par le toucher. Vous ne parlez pas, elle sent tout. Donc vous ne pouvez pas cacher. En d'autres termes, vous allez être dans le toucher, qui n'est pas un geste technique, être touché par ce qui se révèle au toucher. Vous me suivez? Dans le toucher, vous pouvez le maîtriser complètement, ce toucher, et ne pas vous laisser toucher, déstabiliser. Mais si vous êtes en relation avec l'autre, vous allez être déstabilisé par le toucher. Moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent, pour engager quelqu'un, blablabla, bla, 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 d'ailleurs c'est la machine qui fait, et puis ensuite, interrogation, moi, j'engage à la main. Je sens. C'est pour ceux qui m'ont dit, ça a bien marché. Bon. Donc, le toucher ici, c'est le corps comme, si vous voulez, une main-outil. C'est intéressant, on pourrait travailler sur la main. D'ailleurs, Aristote a un très beau passage sur la main. Mais ici, la main, certes, est un outil par excellence qui nous distingue des autres animaux avec les doigts, mais en même temps, dans la main, ce n'est pas simplement pour aller chérir un résultat, une connaissance. Mais le toucher, surtout par rapport à la caresse, c'est un dessaisissement de l'autre. Et là, vous êtes ouvert pour recevoir quelque chose d'autre, c'est-à-dire la relation. Si le robot, dans le regard, est une analyse et le toucher est une analyse, c'est pour en rechercher un quelque chose. Ma thèse est la suivante, c'est que le robot vous fait croire que je suis en relation avec vous, alors qu'en réalité, c'est simplement pour rechercher une information. Et ma thèse, encore plus forte, ça va être la proposition de société. Ça coûtera moins. Mais pas seulement, parce qu'il y a autre chose qui se met en place. Troisièmement, la parole. La parole, quant à elle, peut être comprise comme une transmission d'informations. Elle est certes indispensable au prendre soin. D'ailleurs, excusez-moi, j'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite. C'est très intéressant. Nous allons perdre du temps pendant 5 minutes pour des gardes de nuit et gardes de jour, ou 10 minutes pour la transformation d'informations. C'est capital parce que la transformation d'informations n'est pas seulement la transformation d'informations, mais on met quelque chose en commun comme des individus. Si vous enlevez cette relation interpersonnelle où à un moment donné on transmet quelque chose et que tout est dans le document du patient, vous perdez entre les collaborateurs quelque chose d'essentiel. Donc, contrairement à la parole définie comme moyen d'exprimer en tâtonnant le sens de la réalité qui se dérobe, et puis à la parole émergeant du silence contemplatif, vous en avez parlé ce matin, c'est une autre type d'intelligence, la contemplation, mystique ou autre, qui présuppose cette dimension de la contemplation, une disponibilité, une présence au réel. La parole transmission organisationniste peut être calculatrice, mais pas seulement. Elle prévaut en elle la notion de quantité. Cette parole algorithmique fascine, c'est ça. Il me semble que c'est un des gros problèmes, c'est que ça va fasciner. On va pouvoir vivre plus longtemps, c'est pour ça qu'on va le faire, on va être fasciné. Complètement fasciné, au point que cette notion même de raison risque de dominer complètement la totalité de la culture. Et donc elle fascine et éblouit de par les résultats concrets qu'elle produit, car elle transforme la nature selon les finalités que l'homo faber a lui-même définies. La réalité est alors perçue uniquement sous l'aspect de la potentialité soumise au pouvoir de la pensée technoscientifique, qui considère que tout est réalisable, transformable. Le réel ne contient pas de sens en soi. Il n'y a plus de finalité, Bacon, dans les objets. Je vous ai pris une citation très belle, que je trouve très belle parce qu'elle clarifie les choses. C'est Gilbert Autois, qui est décédé il y a quelques années, philosophe belge transhumaniste. Le réel reçoit désormais son sens de ces réels possibles que l'on souhaite, et non construites, produire, transformer, multiplier. Dans un tel contexte culturel, la parole est réduite à n'être que de nature pragmatique, continue-t-il, dont la portée est technique opératoire.
En d'autres termes, la parole ne signifie plus quelque chose que j'aurais dans la contemplation perçue ou pour essayer d'argumenter et de connaître quelque chose. Elle est perçue de plus en plus comme une connaissance pratique, opératoire. C'est ce que Martin Heidegger appelait la raison instrumentale. Il faut que ça serve à quelque chose. Vous faites des études pourquoi? Il faut que ça serve à quelque chose. Non, pour vous humaniser. Complètement différent. Comment le prendre soin, chapitre 2, le prendre soin répond à l'appel de la personne âgée, le regard par haut. La manière dont on utilise ces trois portes d'entrée, le regard, le toucher, la parole, ne répond pas réellement à l'appel de la personne âgée. On s'arrête au seuil d'une relation interpersonnelle. Il faut donc changer d'attitude. Le regard opérationnel efficace, qui a pour objectif de collectionner des informations en vue de les résoudre un problème, on est de nouveau dans une représentation de résoudre le problème, par exemple la solitude de la personne âgée ou sa tentation de désespérer, est en effet dépourvu, rend attentif notre philosophe sud-coréen, de cette tendresse qui ne signifie rien d'autre que celle du respect face à l'altérité que l'on ne peut pas totalement éliminer. Par la tendresse, on peut aussi mentionner la présence à, une réelle présence à autrui. L'altérité ne saurait en effet être comprise. Comprendre, prendre avec soi. Dans le comprise, l'autre n'existe plus en tant qu'autre. C'est la représentation de l'autre qui continue à exister. Mais l'autre en tant qu'autre, complètement différent de moi, c'est pour ça qu'il y a une altérité, c'est qu'on n'est pas les mêmes, continue à être. Autrui reste un mystère aux yeux de celui qui prend soin. C'est pas monsieur, madame, numéro 353. Parfois, on a l'impression d'être ceci à l'hôpital ou autre part. C'est un autre. Il reste autre. Lévinas, c'est un très bel passage ici. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. La plupart du temps, on analyse l'attitude. C'est ce que vous avez fait avec moi. Moi, je me suis habillé d'une certaine manière, l'intonation de la voix, tac, 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 vous faites une certaine image de moi. Ici, quand on est en relation avec l'autre, on n'est pas en train de déchiffrer autrui, d'analyser autrui, de le boxifier. On est dans une relation avec l'autre et on ne perçoit même pas la couleur de ses yeux. Maintenant, si vous posez la question de la couleur des yeux, vous allez prendre le type de regard pour essayer de saisir la couleur des yeux d'autrui. Mais vous n'êtes pas en relation, vous êtes dans une analyse. C'est ce que je fais dans le métro quand il n'y a pas trop de gens à Paris. J'analyse les individus parce que je n'ai pas de livre et j'attends. Et puis j'analyse un monsieur, tiens, il a des mains de cette manière. Qu'est-ce que ça signifie ce type de main? Et le temps passe. Mais je ne suis pas en relation. Et lorsque ça m'est arrivé ici récemment, j'ai fait cet exercice et tout à coup, l'individu en question, après 4 minutes, se tourne le regard vers moi et moi, je n'ai pas envie de rentrer en relation avec autrui, mais j'ai envie de détourner le regard et lui fait la même chose avec moi. Si je devais rentrer en relation avec lui, qu'est-ce que je dirais? Il fait quand même chaud ou froid pour la saison. C'est-à-dire, on va voir la distinction que Lévinas fait, mais d'autres auteurs, c'est le bavardage. Le fait que la plupart du temps, on ait des coiffeurs, c'est ce que vous avez fait ce matin. Vous avez raconté votre histoire, mais c'est pas intéressant, votre histoire. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Ça ne m'intéresse pas. Mais nous le faisons pour entrer en relation avec autrui. C'est tout. On n'est pas des philosophes du matin au soir. C'est terrible. Donc, l'idée Lévinas, la meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, comme le fait par ailleurs le robot social, en vue d'y rechercher des informations précises, ce n'est pas en relation sociale avec autrui. Le regard qui rentre en relation sociale porte au-delà de ce qui est vu, de ce qui est dévisagé et analysé, de ce qui est compris, sans se laisser être saisi par le visage d'autrui pour se laisser être saisi par le visage d'autrui qui se révèle à lui. C'est la petite momie. Tout simple. Autrui se révèle à travers ce visage. Mais je ne suis pas en train de l'analyser. L'analyse revient à moi. Revient de nouveau à une possession, et donc il n'y a pas d'un autre. Vous voyez, le drame pour moi de l'instauration des robots sociaux, on commence à le faire en Suisse, pas encore tout à fait, mais voilà, on a un petit chat ou d'autres choses. Bref, c'est vraiment ma thèse.
c'est que ça ne nous pose même plus un problème. Ça va de soi. Comme réponse sociétale. Ça coûte cher. Très cher. Non pas le robot social, mais les personnes. Le visage, Eridas, essence à lui. Toi, c'est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n'est pas vu. Quand vous voyez un visage, vous l'analysez. Il est ce qui ne peut devenir un contenu que votre pensée embrasserait. Il est l'incontenable. Et c'est la même chose, analogisant, qui se passe avec le toucher. Il vous mène au-delà de la représentation que vous faites d'autrui. La relation au visage est d'emblée éthique. Donc, d'une certaine manière, une responsabilité face à autrui. Pareil regard se caractérise par une ouverture qui se fait pure disponibilité envers autrui. Et vous voyez, dans une culture telle qu'est la nôtre, et si l'idéal c'est l'opérationnalité et la maîtrise, quand est-ce que vous allez apprendre une culture de la disponibilité, de la présence? Disponibilité, Marcel, Gabriel Marcel, c'est cette attitude d'être présent sans vouloir maîtriser. C'est ce que nous faisons avec la mort. Hein? Donc, une pure disponibilité envers autrui et qui permet ainsi qu'apparaisse lors de la rencontre l'intimité des personnes en présence. Ça s'appelle la pudeur. Et la pudeur, d'une certaine manière, à un moment donné, révèle l'intériorité à autrui. Mais pour ce faire, il faut être présent. Intimité qui est de l'ordre du mystère, échappant à toute tentative de connaissance et de dévoilement plaignés de transparence. Mais Gabriel Marcel fait une distinction, c'est très intéressant, fait une distinction entre ce qui est de l'ordre d'un problème et d'un mystère. Nous, l'homo faber, est omnubilé par le problème à résoudre. Et Gabriel Marcel a cette intuition qu'il dit que le danger, c'est que tous les espaces de l'existence humaine sont naturalisés, c'est-à-dire deviennent des problèmes à résoudre. Début, fin. Et d'une certaine manière, l'intelligence, si vous voulez, artificielle, nous permet une maximisation de résoudre nos problèmes. La question que j'aimerais soulever, comment est-ce qu'on garde dans une telle culture le mystère? Le mystère qui est une démaîtrise de la volonté. C'est une démaîtrise de la volonté qui permet le surgissement tout à coup de quelque chose d'autre. Heureusement que la nature fait bien les choses parce qu'Eros existe. On tombe amoureux. Hein, c'est pas yes, catégorisation, il plaît, oui, d'accord, on y va. Non, il y a encore, vous comprenez, il y a encore cette disponibilité de relation à autrui qui n'est pas de l'ordre d'un problème à résoudre. La thèse que j'aimerais soutenir, c'est qu'il sera tout à fait normal d'introduire des robots sociaux parce que notre culture sera tellement imbibée de cette modalité propre opératoire de pensée. Et d'ailleurs, Hannah Arendt nous l'avait déjà mentionné dans les années 50, c'est qu'à un moment donné, on ne verra même plus le problème. On ne verra même plus le problème que notre monde est un monde de problèmes. Et qu'il nous manque peut-être quelque chose d'essentiel, c'est que le monde du mystère. Le toucher. Alors le toucher, je vous le voyez encore un certain nombre. Bon, je le mentionne rapidement. Dans le toucher, vous avez quelque chose d'essentiel qui se met en place. C'est dans le toucher qui n'est pas maîtrise, il y a cette possibilité d'être déstabilisé par la relation d'autrui. Nous ne sommes pas seulement des anges, intelligence ou volonté, nous sommes des êtres incarnés. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, cet ostéopathe. Non, je suis très sérieux. On a besoin d'être touché. Depuis le Covid, on touche moins. Mais comme nous sommes des êtres incarnés, une modalité de relation entre nous passe par le toucher.
Les amoureux se donnent la main. Je me rappelle, Léminas était venu à Fribourg, j'avais eu l'honneur de l'avoir comme un tout jeune étudiant. Première année, j'ai suivi quelques années, et je le regarde encore, qui était venu avec sa femme, âgés les deux, et se tenant la main dans le corridor. Le toucher. Dans le toucher, ce n'est pas chercher une information, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'il appelle la caresse, c'est une modalité propre où l'autre échappe systématiquement à tout essai de vouloir le saisir. C'est ça la relation à l'autre. Autrui échappe tout le temps. Ceux qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, votre autre moitié est un mystère et continuera de l'être, comme vos enfants, comme vos parents. Donc c'est ça l'idée derrière, que dans le toucher, nous ne sommes pas dans un toucher de maîtrise, mais un toucher qui nous apprend à nous démaîtriser de cette maîtrise pour rentrer en relation avec autrui. La même chose se passera avec la notion de la parole, où la parole n'est pas simplement un contenu, mais comme je l'ai mentionné auparavant, dans l'aspect de la parole, la plupart du temps, nous disons des choses sans importance pour rentrer en relation. L'important n'est pas l'analyse du contenu, mais l'important, c'est simplement une modalité de relation avec autrui en parlant de tout et de rien. Si vous regardez bien votre vie, la plupart du temps, c'est ça. Quand j'ai rentré ce soir, vous allez blablater, la journée, elle était comme ça, puis il y avait celui qui a dit ceci et cela, c'est pas important. Et pourtant, c'est hyper important. Le problème du robot social, même s'il est capable de le faire, c'est qu'il n'est pas présent à. Et donc la question que j'aimerais soulever, c'est cette dimension de la présence à autrui. Mais la présence à autrui, ce n'est pas seulement le temps, la temporalité, c'est-à-dire le présent, le ici et maintenant. Augustin d'ailleurs disait qu'il n'y a pas de passé et de futur. Le passé n'est pas. Il n'y a que le présent. Ce qui existe, c'est la mémoire du passé. Et certaines personnes vivent dans le passé et donc ne vivent pas parce que c'est le passé qui détermine leur action dans le présent. Mais le passé est passé. Grandissons. Et le futur n'est pas. Le futur n'existe pas. Ce qui existe, c'est uniquement le présent. Et donc, comment vivre dans le présent? Dans le présent du temps, c'est aussi l'image d'être en présence de. Mais la présence face à autrui, ce n'est pas une présence de maîtrise, c'est une présence qui se laisse disponible à l'émergence de futur qui n'est pas encore. Ça s'appelle l'espérance. C'est ce qui va surgir. Comme Bobin, il est là. Advienne ce qui advienne. Mais je ne ferme pas. Donc cette dimension du présence, d'être en présence face à autrui, va impliquer une troisième notion de présence. Le français le permet de le jouer. C'est la notion de don. Le présent, le cadeau. C'est-à-dire le présent, c'est pas simplement ce qui est maintenant. Attention, maintenant, c'est intéressant, c'est la main qui tient, maîtrise. Mais on n'est pas dans le maintenant. Le maintenant, le problème du présent, c'est qu'il échappe tout le temps. Donc, il me fait prendre conscience que même dans le temps, je ne suis pas dans la maîtrise. Et en même temps, dans le moment présent, en étant dans le moment présent, ce n'est pas comme on appelle ça aujourd'hui, vivre dans le moment présent, tu respires. Non, c'est être en présence avec autrui et dans cette relation, la percevoir comme un don, troisième possibilité d'être un présent, et qui permet l'émergence de quelque chose de neuf qui n'est pas prédictible. Dans un monde du problème, on est dans la prédication, non pas dans la prédication, mais dans la prédictibilité. C'est pour ça que peut-être on ne veut pas savoir, parce qu'on veut vivre. Paradoxe. Et la vie, elle est comme l'espérance. Le désespoir, c'est celui qui ne vit plus. C'est un mort vivant, qui affirme que le futur est déjà bouché. Alors, c'est vivre au présent qui permet, si vous voulez, l'émergence d'une nouvelle
d'un événement qui n'était pas prévisible. Un jour, on est arrivé, puis j'ai encore 6 minutes. Ah oui, parce qu'on va terminer, parce qu'il y a l'apéro après, à ce qui paraît. Mais il n'y a pas d'apéro. Ah. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, j'aimerais un peu continuer. Le problème, si vous voulez, avec la réponse de l'homo faber au cri de la souffrance de la personne âgée. Et statistiquement, on va avoir un gros problème sous peu. Il y aura beaucoup trop de gens dans les EHPAD. La culture, si vous voulez, de l'homo faber est imbibée du monde du problème, vous l'aurez compris, je ne vais pas le développer. C'est-à-dire que tout est un problème à résoudre. Mettant de côté quelque peu la dimension aussi du mystère, et que l'on considère le monde sous l'angle du problème, ça implique que les objets se confondent de plus en plus avec leur définition opératoire. Il faut que ça serve à quelque chose. Un auteur un peu particulier, Günther Anders, écrit un très bel ouvrage en 1956 sur l'obsolescence de l'homme. Et là, il y a une thèse assez forte en disant que tout devient une matière première, y compris vous et moi, sur laquelle on va pouvoir donner une certaine forme. Elle est privée de subjectivité. D'ailleurs, Bernanos l'avait bien mentionné en 1943 dans son ouvrage La France comptée robot. En pensant donc le monde à partir des définitions opératoires, l'homo faber a ainsi réduit le monde de l'humain à ce qui est de l'ordre du problème dépourvu d'intériorité. Il tente dès lors, ça c'est une des thèses, à considérer que l'introduction du robot social dans les institutions spécialisées est une solution adéquate pour répondre au cri d'appel à l'aide de la personne âgée. Et c'est ça, moi, qui me perturbe. Ce qui me perturbe profondément, c'est que ça va de soi. Réponse sociétale à nos aînés, dont on sera bientôt là, c'est peut-être pour ça que je le dis, que j'aurai un robot social en face de moi au lieu d'avoir un être humain, ou mes enfants. Cette proposition de solution est, à mon avis, très problématique du point de vue anthropologique et éthique, car on risque, premièrement, d'enfermer encore plus la personne âgée dans un monde clos. Un monde sans ouverture, parce qu'il n'y a pas d'altérité, on lui fait croire, sans interaction susceptible de déstabiliser. Bref, sans vraie relation qui impliquerait les intériorités de deux personnes. Le robot n'a pas d'intériorité. C'est une fake news. Il fait semblant. On risque, deuxièmement, de faire croire à la personne âgée qu'on lui répond par une présence toute d'accueil, alors qu'il s'agit d'une présence, entre guillemets, qui manifeste un vide ou une absence, ou plus précisément de la vulgaire imitation de la présence. Et mon fils nous rappelle à l'ordre. Papa, t'es pas là. Ou ma femme, t'es là. Bien sûr que je suis là. Non, t'es pas là. En d'autres termes, nous êtres humains, nous sentons si quelqu'un est réellement présent ou s'il est absent. L'imposture ou la duperie qui crée et entretient l'illusion d'un lien social, d'une relation authentique entre deux sujets, consiste à faire croire à la personne qu'on lui répond par un vrai regard, un vrai geste, une vraie parole. Voire même que la société propose ce simulacre. Or, il n'y a qu'un simulacre et une illusion de présence. Comme lorsqu'on installe un miroir dans une cage pour faire croire à l'oiseau qu'il a un ami. Il ne s'agit en effet pas d'être là, mais d'y être, d'y être présent. Le problème fondamental de l'introduction du robot social se situe dans le fait que ce simulacre de présence risque de devenir la manière courante, adéquate et même éthique de prendre soin de la personne âgée.
Une des raisons pour lesquelles cette pratique a pris une telle ampleur dans notre société repose sur ce constat que l'homo faber commence à penser selon les paramètres du monde qu'il a créé. Olivier Rey en a mentionné. Le monde artificiel, et plus particulièrement le monde de l'algorithme, devient le critère de pensée et d'action, y compris dans le prendre soin. Il devient donc incapable de penser autrement qu'en s'appuyant sur des catégories analytiques et mathématiques. Et là, la philosophe allemande Hannah Arendt, je vais aller un peu dans le texte Conditions de l'homme moderne en 1958. Il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant capables de faire. S'il s'avérait que le savoir, au sens moderne du savoir-faire, et la pensée se sont séparés pour de bon. Vous voyez, c'est tout à coup, la pensée ne devient plus que le savoir-faire. Nous serions bien alors les jouets, les esclaves, non pas tant de nos machines que de nos connaissances pratiques. L'homme, donc, son savoir de l'homme se calque ainsi sur le savoir de la machine. C'est fantastique, elle a déjà perçu ça en 1958. Dans un autre contexte, certes. L'homme répond ainsi à ses problèmes existentiels en se fondant sur le modèle d'une pensée machiniste, mécanique. Il tend à considérer que les solutions que la technique impose par définition les plus pratiques, note Bernanos, et pourrait-on ajouter les seuls à devoir être mis en œuvre. Donc on va même si loin qu'il va de soi que si on a un problème existentiel, les vieux, on va le résoudre techniquement. La même chose pour la mort, la même chose pour Eros. Bon, Eros, il faut le faire, parce que... Par ailleurs, l'homo faber tend à éliminer la distinction entre une chose naturelle et une chose artificielle. Ça, c'est très intéressant. Il réduit la réalité, y compris lui-même, à une dimension artificielle, dont l'origine se trouve dans l'esprit et la volonté de l'être humain. C'est pour ça que je préconise beaucoup le travail manuel. La différence, le philosophe allemand Josef Pieper, la différence entre le naturel et l'artificiel n'existe pas. Il décrit, il va s'opposer. L'artificiel, c'est-à-dire tout ce que l'homme fait, fabrique, produit, génère, tout cela est en effet tout aussi naturel que ce qui préexiste à l'homme dans le monde, à savoir la nature. Lui-même, l'homme. L'homme devient un artefact. On pourrait dire qu'en créant un robot, l'homme prend l'habitude de se comprendre tout comme le monde, en examinant le modèle du robot, en mettant entre parenthèses sa dimension d'être qui échappe à la pensée de l'algorithme. On peut reprendre la belle expression de Christian Bobin, qui alerte quant au danger d'une existence humaine vécue sur le mode de l'être là, absence au Y, y être, que demande l'amour. On peut très bien faire une chose, c'est Christian Bobin, mais il faut que je le mette. On peut très bien, 43, faire une chose sans y être. On peut même passer le clair de sa vie, parler, travailler, aimer, sans y être jamais. C'est beau, hein? La tentation d'un comportement ici, d'une présence dans le regard, dans le toucher, dans la parole, n'est pas la réalité de ce comportement. J'arrive au bout. Une telle tromperie délibérée comme réponse sociétale au nom de l'efficacité et de la performance dévalue le respect dû à la personne âgée. On retrouve cette attitude dans le regard, le toucher et la parole mécanique du soignant qui devient un technicien de soins. Vous savez, on n'a pas le temps, on a de moins en moins de temps. Comment voulez-vous, avec tant et tant de lits, pouvoir faire ceci? Donc, d'une certaine manière, la tentation est grande de se réfugier derrière la technicité du soin. En d'autres termes, je deviens moi-même un robot. Et donc, ce robot que l'infirmier est, nous coûte. Ne vaut-il pas mieux le changer? De toute façon, quelle est la différence? Vous me suivez? C'est le terrain qui me dit, Si l'infirmier, d'une certaine manière, est de plus en plus un technicien de soins, il va de soi qu'on peut le changer. Le robot travaillera 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc, le technicien de soins, dépourvu de réelle présence,
près d'être remplacé par un robot social. Cette réponse sociétale refuse volontairement de reconnaître la souveraineté, genre c'est Bobin, la souveraineté intacte de celui qui a tout perdu. De même, elle ne reconnaît pas dans le soignant autre chose qu'un technicien. Non, le soignant est autre chose qu'un technicien. Il est moins performant qu'un robot social. Voilà qui relève une irresponsabilité de la société à l'égard d'une personne qui appelle à l'aide. Conclusion. L'introduction du robot social conduit de manière paradoxale non seulement à ne pas répondre à une responsabilité première à l'égard de la personne vulnérable, mais aussi à lui dérober pour ainsi dire son humanité. À la déconsidérer car elle n'est plus alors une personne à part entière. Faute d'obtenir une réponse adéquate, laquelle réside notamment dans une réelle présence qui passe par l'épreuve de l'incarnation personnelle, à travers le regard, le toucher et la parole, la personne âgée se meurt dans une grande solitude. Bobin, pour terminer. La neige blanche a disparu. Sa petite sœur, la neige sale, la remplace. C'est une enfant infirme et pauvre. Son visage est sans lumière et personne ne le regarde comme le regardait son aîné. Elle meurt en très peu de temps de chagrin de ne pas être aînée. Vous vous rappelez la première citation? L'embrasse. Le robot social ne lui permet pas réellement d'être en relation avec autrui. La petite momie, la dame, nous réapprend l'importance qu'il y a à cultiver notre humanité comme condition de l'accueil de l'essentiel, à savoir la personne de l'autre rencontrée dans une réelle présence. Cela implique de se tenir disponible, dépris de toute volonté contrôlante, conscient de la présence du double don de la personne et de la relation. Il y va non seulement de la dignité de la personne âgée, mais aussi celle du soignant, comme de la vie en société. Merci bien. Merci beaucoup, professeur, non seulement pour votre éclairage, mais pour votre célérité, tout en restant très humain. Est-ce que vous avez des questions, éventuellement une ou deux questions, une ou deux réactions Eh bien, peut-être qu'il est un petit peu tard, et du coup, je vais céder la parole à Jean-Marie Leméné pour conclure cette belle journée. Merci Bernard de nous avoir montré la bonne distance pour être en relation. Peut-être pas que je parle avec tous les micros en même temps. Sans micro, ça marche aussi? Merci à tous les intervenants. J'en profite pour remercier Olivier surtout pour son introduction brillante. Je pense que grâce à lui, on est resté à égale distance de l'éloge ou du dénigrement. On a essayé de ne pas tomber de Charybde dans Scylla. On s'est tenu, je pense, à égale distance. Et ce qui nous a permis à la fois de voir tous les avantages que l'intelligence artificielle pouvait nous apporter à travers l'exposé de Stéphane Ragusa, et en même temps avoir la possibilité de rester inquiet devant certaines dérives. Et grâce aussi à la remarque et à la question finale qui avait été posée à Olivier Ray, on a vu que l'idée de rester quand même inquiet devant certaines évolutions techniques ne gomme pas forcément l'intérêt de l'évolution technique, mais permet peut-être d'en limiter les dérives. Et je crois que c'est quand même intéressant de rester sur cette idée-là. Donc merci à tous, merci aussi à ceux qui n'étaient pas là, à Aude évidemment d'avoir présidé et d'avoir organisé l'ensemble, Constance, sans oublier naturellement Amélie qui est au fond de la salle toute modeste là, mais en fait je pense que c'était une bonne séance assez technique, centrée quand même sur les soignants, ce qui était quand même notre but, et un bon prolongement de la masterclass, et un travail, un jalon dans le parcours de la chaire de bioéthique
qui cette année n'organise pas de congrès de bioéthique à Rome, comme vous le savez, mais en revanche le remplace par un séminaire qui a eu lieu en même temps aussi en Espagne et peut-être ailleurs, non, je pense. En Argentine aussi, vous voyez, bon, voilà. Donc merci à tous. Je voulais simplement sur la citation qu'on n'a pas utilisée finalement de Jérôme Lejeune et qu'on connaît depuis le début, lorsqu'on lui parlait d'ordinateur, parce qu'à l'époque, c'était le début des ordinateurs, des gros ordinateurs. Voilà, Lejeune était à l'époque maigre devant un gros ordinateur et non pas gros devant un petit, comme l'image qui nous a été montrée par Olivier tout à l'heure. Et il avait une définition de l'ordinateur en disant que l'ordinateur, c'est de l'intelligence désincarnée, alors que l'intelligence humaine, c'est une intelligence incarnée. C'est l'incarnation d'une intelligence et non pas une intelligence désincarnée. Et tout était résumé dans cette phrase, avec en même temps ce que je ne peux m'empêcher de rappeler assez souvent que et c'est une réponse qu'il avait faite à Brejnev lorsqu'il avait été le rencontrer pour lui parler justement de débordement technique avec l'utilisation de l'arme nucléaire envoyée par le pape Jean-Paul II à l'époque. Et il lui avait dit que effectivement la technique était cumulative, mais que la sagesse ne l'était pas. Et c'est une vérité immémoriale, je pense, dont nous devons nous faire notre profit, nous aussi, car il est très clair que nous n'avons pas fini de voir les prolongements et les développements de l'intelligence artificielle. Il est illusoire de penser qu'on pourra arrêter ce mouvement, sauf à rester sage, ce qui est notre ligne de conduite à tous. Merci aussi à ceux qui sont venus de loin. Je pense aux petites sœurs qui sont venues d'Angers. C'est pas si loin que ça quand même. Et à ceux qui nous suivent, qui viennent de l'étranger. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Voilà. Bravo, merci à tous et excellente soirée et à très bientôt pour d'autres aventures ensemble de la chaire de bioéthique. Merci à tous.